Bonjour, aujourd'hui je rends visite à une très vieille dame. Elle est née au cœur d'Orléans et ses premières traces remontent au IVe siècle. Et oui, c'est elle, la cathédrale Sainte-Croix, véritable témoignage de l'histoire de France au fil de sa construction. Un édifice auquel tous les rois apportent leur contribution, d'Henri IV à Charles X. C'est sous Napoléon III qu'elle est enfin achevée en 1858. 140 ans plus tard, le père Giraud pousse la porte pour sa première messe. Je suis là depuis 14 ans. Je suis très heureux d'être dans cette cathédrale qui est magnifique et qui à chaque fois m'émeut pour beaucoup de raisons. Ah, j'aimerais bien les connaître alors. Alors il y a les raisons bien sûr architecturales, car elle est magnifique. Il y a les raisons spirituelles, évidemment, parce que je suis prêtre. Il y a les raisons historiques, puisque Jeanne d'Arc y est venue. Et puis il y a tout le passé, toute l'histoire. Et nous avons dans cette cathédrale, en fait, toute l'histoire de France. Cette cathédrale, c'est une cathédrale qui n'a jamais été consacrée. C'est-à-dire qu'au IVe siècle, il n'y avait plus d'évêque à Orléans. Et donc, les chrétiens, à ce moment-là, élisaient leur évêque. Ils n'ont pas trouvé de prêtre assez saint pour remplacer l'évêque. Et donc, ils ont vu arriver de Rome un diacre qui s'appelait Euverchius, qui est devenu Sainte-Verte, qu'ils ont ordonné prêtre rapidement, évêque. Et il y avait une église qui venait d'être consacrée pour être église cathédrale, puisque le mot cathédrale vient du mot cathèdre, siège de l'évêque. Mais à ce moment-là, c'était des petites églises. Et au moment de la consécration de cette nouvelle église, il a eu la vision de la main de Dieu qui se posait sur cette église, avec la croix du Christ, la couronne du Christ. Donc il a appelé son église cathédrale, l'église cathédrale Sainte-Croix. Et au XIIe siècle, quand sur les vestiges on a construit ce bâtiment, on l'appelait évidemment Sainte-Croix. Vous vous souvenez de votre premier office ici? Ah oui. Alors, ma première messe ici, d'abord j'ai été ordonné prêtre ici, le 29 juin 1975. Mais jamais à cette époque-là, j'aurais imaginé qu'un jour, je serais recteur de ce bâtiment. Ma première messe, j'étais paniqué, parce que j'avais toujours l'habitude de petites églises. Et de se retrouver devant un peuple, une cathédrale pleine et seule au monde, pour ainsi dire, c'est très impressionnant. Mais après, on s'y fait. Et en fait, la cathédrale devient toute petite. On s'y habitue tellement bien. On est chez soi, on est heureux d'être là. Alors là, vous êtes dans la chapelle la plus importante, puisque c'est celle de Jeanne d'Arc. Alors vous avez bien sûr la statue de Jeanne d'Arc, avec la date de la libération d'Orléans, 8 mai 1429. Vous avez la fleur de lys, qui représente la royauté, puisqu'elle a redonné à la France la royauté et la légitimité de ce pays, en faisant évidemment consacrer roi le roi Charles VII. Les lions qui supportent Jeanne d'Arc, ce sont les lions du drapeau écossais, puisqu'il y a des Écossais, d'ailleurs qui sont enterrés dans la cathédrale, qui ont rejoint l'armée de Jeanne d'Arc. Et puis vous avez en bas le bas-relief qui représente la bataille des Tourelles, où Jeanne d'Arc a vaincu les Anglais, a libéré la ville et a été blessée à l'épaule d'une flèche. Alors cette chapelle, c'est la chapelle qui est vénérée, célébrée, si vous voulez, chaque année, le 7 et 8 mai. Lors des fêtes joanniques. Lors des fêtes joanniques. Aujourd'hui, quelle est la fonction de cette église? Bien sûr, c'est d'accueillir les chrétiens, mais y a-t-il encore des offices? Ah oui, c'est pas un musée, une cathédrale, c'est des pierres vivantes, d'hommes et de femmes qui viennent célébrer les grands moments de leur vie et célébrer aussi leur foi. D'où êtes-vous originaire? De Souilly-sur-Loire. Ah, donc enfin, on est un peu chez vous. Ah bah, on est chez moi. Moi, j'ai toujours suivi la Loire. Je ne pourrais pas vivre sans la Loire. Qu'est-ce qui vous attire chez elle? La Loire, c'est le fleuve sauvage. La Loire, c'est la nature. Et il y a entre eux une osmose, une alchimie entre le peuple et un fleuve, toujours dans tous les pays du monde. Et les Ligériens, ils adorent la Loire. Même si la Loire, quelquefois, est difficile, parce qu'on a vécu toutes les crues de la Loire.
mais la Loire, c'est la vie. Grâce au fleuve, certains se sont enrichis et pas que spirituellement. Louis-Colas Desfrancs est l'un de ces marchands qui firent la fortune d'Orléans grâce au commerce qui s'organisait sur la Loire. Même si la Loire nous semble aujourd'hui peu navigable, au XVIIIe siècle, elle connaît ses heures de gloire. À cette époque, les routes ne sont pas sûres, le fleuve royal apparaît donc comme une voie de commerce plus rapide et moins chère. La Loire est un fleuve utile pour le négoce, pour la batellerie. Parce que la Loire, c'est un fleuve, très long fleuve, c'est un fleuve qui traverse toute la France et qui met en relation non seulement les régions riveraines, mais aussi ce qu'on appelait alors les deux mers, c'est-à-dire l'Atlantique et la seconde mer, c'est la Méditerranée, c'est-à-dire que les produits remontent par le Rhône jusqu'à Roanne et la Loire aussi par les canaux est reliée à Paris. Donc Orléans participe à l'approvisionnement de Paris. Chaque jour, il règne sur le port d'Orléans une intense activité. Les mariniers se croisent, s'interpellent, des marchandises s'échangent. Les maîtres du jeu, les négociants. Parmi eux, un Orléanais né en 1735, il s'appelle Louis-Colas Desfrancs. C'est un négoce très important puisque les Colas Desfrancs font venir des produits d'un petit peu partout de toute la France et ils commercialisent des produits comme l'eau de vie, les huiles de toutes sortes, des huiles d'olive, de l'huile de chènevis, de l'huile de noix. Et ces produits qu'ils commercialisent, ils les revendent bien sûr à Orléans, mais aussi dans toute la France, sur Paris et tout autour de Paris. Sauvage, capricieuse, la Loire ne peut être naviguée que 8 à 9 mois sur 12, une donnée à laquelle Louis-Colas Desfrancs doit être attentif. Pour que la Loire soit marchande, il faut qu'il y ait de l'eau, parce que ça permet d'éviter les... On peut circuler sur tout le lit de la Loire, et il faut aussi qu'il y ait du vent. Et l'atout de la Loire, par exemple, par rapport à la Seine, c'est de pouvoir remonter la Loire facilement avec les vents dominants, les vents d'ouest. Alors Louis-Colas Desfrancs, il n'a pas une vision très poétique du fleuve, mais il va voir son profit. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'il ne peut pas faire circuler les bateaux sur la Loire, il utilise la route. Et donc il fait débarquer par exemple l'embâcle, qui est un obstacle majeur pour la circulation des marchandises, et les embâcles sont très fréquentes au XVIIIe siècle. Eh bien, dans ces cas-là, il demande au batelier de décharger la marchandise et il fait embarquer les fûts ou les ballots par voie de terre. Au milieu du XIXe siècle, la construction de chemins de fer et l'amélioration des réseaux routiers va signer la fin d'une belle époque pour la marine de Loire. La Loire orléanaise est désertée. Louis-Colas Desfrancs ne sera pas témoin de ce déclin. Le négociant orléanais décédera au début de ce siècle, en 1820. Retour à terre pour rencontrer Denis. Cet ancien chef de chœur tient les clés de la cathédrale depuis 1988, après avoir perdu son emploi. Quel est votre métier ? Mon métier, c'est sacristain. Ça consiste à m'occuper de tout ce qui a trait, ce qui est lié à la cathédrale. Alors, par exemple, dites-moi un petit peu, vous travaillez tous les jours, vous travaillez différemment selon les jours de la semaine, voilà, le week-end. Racontez-moi un peu. C'est du tous les jours, c'est du tous les jours. Enfin, un week-end sur deux, parce que j'ai un collègue qui me remplace. Des fois, on est deux, quand il y a des grandes manifestations, des cérémonies épiscopales, entre autres avec l'évêque, les grandes fêtes religieuses. Vous êtes sacristain dans une cathédrale qui est importante pour une ville importante aussi du territoire ligérien. Oui. Vous vous sentez, vous, ligérien, vous avez un attachement aussi avec la Loire ? Oui, avec la Loire, oui. Enfin, c'est vrai que, parce qu'en plus, je suis marinier. Donc, je navigue sur la Loire. La Loire fait partie de ma vie, en quelque sorte. J'aime bien ouvrir les placards, moi. Donc là, c'est un chapier, justement, pour un chapier, où on range les chapes. La chape de l'évêque, au niveau il y a les chasubles et il y a la chape pour les grands offices. Ce petit port, là.
Ah, c'est génial. Là, entre autres, on a une chasuble qui sortait autrefois, qui est relativement lourde, pour la Toussaint, là, en fil d'or. Il y a le nom de tous les saints qui sont représentés, dont Jeanne d'Arc, qui se trouve un peu par là. Oh, et cette scène-là? Et cette soirée, alors normalement, elle a été à l'exposition universelle, le Grand Prix de Lyon, 1900, là, vous pouvez voir. Bah oui, d'accord. Ici. C'est là que ça coince un peu. Donc là, c'est une crosse, entre autres, qu'on sort vraiment pour les grandes occasions, les grandes cérémonies. C'est drôle, elle est pliable, hein. Elle est en morceaux. Donc elle se monte, elle se visse pour le transport. Ok. Non, elle sort au moment des fêtes de Jeanne d'Arc ou des grandes cérémonies. Est-ce que vous avez toujours cette sensation quand même d'avoir entre les mains des objets uniques? Oui, tout à fait, c'est chargé d'histoire. Hein. Oui, tout à fait. Donc on en prend le plus grand soin possible, quoi. Bon, vous montrez chez vous votre grande maison, là, quand même, un peu? Oui. Hein, vous avez toutes les clés? Ah bah tout à fait. Bon, bah allez, on ferme celle-ci et puis on y va. Les clés sont ici. Ah bah alors, encore un placard. On est dans les entrailles de Sainte-Croix, là, Denis. Oui, tout à fait. On est sous la cathédrale, là, on va arriver au niveau de la nef. On a descendu environ 14 marches à peu près. C'est quoi ça, là? On dirait des rails, un peu. Calorifère. Alors, c'est des rails qui conduisent à un wagonnet, car le charbon est déchargé par sac avec une petite poulie. Ah, d'accord. Voilà, ça roule. Ah bah oui, bien sûr. Trop loin. Et après, on le bascule. Oh, c'est génial, cet endroit. Pour remplir le petit chariot, là. Donc, mais on se croirait dans une espèce de haut fourneau dans le Schneur. Ah, hein. tout à fait. Hein? Oui. C'est la chaudière avec le thermostat de l'époque, là. Ah ouais, mais tout est Ici, d'époque. là. Hein. Ils ont chauffé jusqu'en 1952? Jusqu'en 1952, oui, c'était la dernière année où ça s'est arrêté. Ah, dites donc, elle a quand même bien résisté. Au niveau hein. des voûtes et puis de... Ouais. C'est incroyable, cet endroit. Il va rester comme ça, j'imagine. Ah oui, ça reste dans son jus, quoi, dans l'état. Oui. On remonte à la surface pour une balade sur le fleuve, vers l'amont depuis Orléans. Des îles, des bancs de sable, on dirait que c'est immuable, et pourtant. Orléans et la Loire, une longue histoire d'amour et de craintes mêlées. Les craintes, ces crues ravageuses et imprévisibles. L'amour, parce que la Loire fut longtemps l'artère économique de la France et Orléans une étape incontournable. Les quais, immenses, témoignent d'une intense activité, aujourd'hui révolue. Bertrand est marinier par passion. Il nous invite à bord de la Stène. Je pense qu'on va mettre la voile. Passé le pont de chemin de fer, le bruit s'éloigne. Rapidement, le paysage semble redevenir calme et sauvage. Enfin sauvage, entendons-nous, le fleuve royal est endigué et entretenu jusqu'au début du 19e siècle, période où le train a supplanté la marine de Loire. On était sur une autoroute pour la batellerie. Et depuis que la marine de Loire s'est arrêtée, la nature a repris ses droits. On a des arbres partout, alors qui nous bloquent le vent. Mais surtout, qui, en cas de crue majeure, on n'est pas sûr du tout qu'il reste stable et il risque d'aller s'empiler dans les ponts. Si on a l'accumulation d'orages sur les montagnes, de pleine lune, avec grande marée qui freine l'évacuation de l'eau aussi en période de marée haute, c'est rare. Mais il n'empêche qu'au 18e et au 19e, ils s'en sont quand même tapés à paquet. Les crues sont liées à la capacité d'écoulement du fleuve. Sans entretien, cette capacité s'amoindrit. Ainsi, les arbres ralentissent les écoulements, retiennent le sable, provoquent l'apparition d'îles qui rehaussent le niveau d'eau et augmentent ainsi le risque d'inondation. Là, il y a eu du passage de bulldozer. Là, régulièrement, il y a de l'entretien qui est fait pour dévégétaliser un petit peu. Dévégétaliser, une solution pour permettre au sable accumulé de s'écouler, libérant de l'espace pour le lit de la Loire, permettant aussi d'abaisser le niveau de l'île qui sera ainsi plus facilement immergé en cas de montée des eaux. Cette opération, appelée Plan Loire Grandeur Nature, est financée par l'État et la région dans le respect du paysage remarquable classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas navigable, mais toujours navigué. C'est ainsi que la batellerie définit la Loire. Une Loire belle, dangereuse, qui demandait beaucoup aux mariniers. On est des rigolos. On a des moteurs, on a des techniques aujourd'hui, on est des rigolos. Ça devait être un métier hyper rude, dangereux. C'était priorité à la manœuvre, voilà, des trucs de fou.
Nous arrivons sur Combleux, un lieu important dans l'histoire du commerce de Loire, où les canaux prenaient le relais pour acheminer les marchandises à Paris et plus loin encore par le réseau des canaux européens. Combleux, c'est la plaque tournante, c'est la jonction entre la Loire et le canal. Et donc, c'est après le chemin de la rivière, c'est le chemin du canal qui va pouvoir permettre de remonter les marchandises à travers la forêt d'Orléans jusqu'au canal du Loing à la Seine, et de la Seine, descendre la Seine pour arriver à Paris. Dans les années 90, un regain d'intérêt a permis une activité fluviale à vocation touristique. La Loire, véritable réserve naturelle, se visite, s'observe depuis le pont des bateaux reconstruits. La nouveauté est là. Le fleuve n'est plus seulement vu depuis la berge, mais aussi vécu. Et cela lui confère une place particulière dans le paysage émotionnel de ses riverains. Pendant ce temps, je continue ma visite avec cette fois Frédéric Aubenton. Conservateur régional des monuments historiques, depuis 2012, il veille sur la cathédrale chère à son cœur. Lorsqu'on s'intéresse à cet édifice, on se rend compte que les premières traces remontent au IVe siècle. Ça paraît assez incroyable. Le sous-sol de la cathédrale permet de montrer tout le sandwich historique qui remonte en fait manifestement sur des bases antiques à une église qui est mérovingienne et carolingienne très importante, sur laquelle s'est installée une exceptionnelle cathédrale romane, sur le modèle des églises de pèlerinage que l'on trouve notamment sur le chemin de Tours. Et l'édifice actuel, en fait, c'est le fruit d'une décision royale, et j'insisterai, cette cathédrale elle est royale et ligérienne, décidée par Henri IV, qui décide, en même temps c'est de la politique, on est un an après l'édit de Nantes, de soutenir la reconstruction de la cathédrale, et qui va se faire par tous les Bourbons jusqu'à Charles X pour l'inauguration en 1829 pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Vous dites que c'est un édifice ligérien. Comment est-ce qu'il s'inscrit justement dans son territoire, dans cette région ligérienne? L'aspect ligérien, c'est d'abord on est ancré dans le terroir, on est entré dans les matériaux. Et les matériaux sur lesquels nous sommes assis, notamment le dallage, c'est un composé de pierres amenées par le fleuve. C'est un chantier important. Il amène les pèlerins, il amène les matériaux. Les ardoises d'Angers remontent le fleuve et sont amenées au port de recouvrance. Les pierres qui constituent l'essentiel du bâtiment, c'est la pierre d'Apremont sur l'Allier, vient de 200 km du site. C'est une vieille dame qui nécessite des soins, de l'attention. À qui revient cette tâche aujourd'hui? Alors, la cathédrale d'Orléans, comme l'ensemble, la plupart des cathédrales de France, donc, appartient à l'État. C'est par la loi de séparation de 1905. Nous avons donc l'organisation de la programmation, du financement, de la conduite des travaux, avec l'architecte en chef des monuments historiques pour les grosses restaurations. Donc on a une véritable programmation. C'est un chantier permanent. En fait, à peine a-t-elle été achevée qu'on l'a constamment entretenue. Et donc aujourd'hui, le gros effort que nous portons, vous savez, les années passées, il y a eu ce très bel événement du bourdon, de la restauration du bourdon de la cathédrale, en l'honneur à Jeanne d'Arc. L'année passée, nous avons, dans le cadre d'un plan cathédral, restauré les grandes façades des transepts nord et sud, qui sont un peu à la gloire du roi. Et nous démarrons cette année, pour 2 ans, une très grosse programmation sur les arcs-boutants. Ce pas des choses forcément visibles, mais hyper importante au niveau de la structure, car un bâtiment comme celui-ci se renouvelle en permanence. Si l'on devait s'arrêter sur quelques petits détails de ce bâtiment, en quoi est-il remarquable? C'est le néogothique avant le néogothique. C'est-à-dire, en fait, on a fait du gothique parce que la technique s'y prêtait, elle s'est effondrée de l'intérieur, tout était conservé en périphérie. C'est son exception, c'est qu'on a fait du gothique tout le long. Les grands architectes du roi, on leur a tapé sur les doigts, vous faites du gothique. Cette cathédrale n'avait pas de façade au moment où elle s'est effondrée au XVIe siècle, et lorsqu'il a fallu concevoir des façades, on a demandé aux plus grands architectes du roi, les Gabriel, les Ardois-Mansart, les Lemercier, tout, de faire du gothique. Là, nous sommes ici dans la partie du XIVe siècle de la sacristie. Et nous sommes en fait devant un décor qui est réapparu à partir de 2010, qui était en fait derrière les rangements, les armoires, et qui figure en fait une scène de la Passion, qui était totalement méconnu et qui a révélé, pour cette histoire de la cathédrale d'Orléans, un élément extrêmement raffiné de la peinture on va dire du courant du XVe siècle, qui représente donc une passion. Vous avez le Christ présenté devant Pilate, le Christ aux outrages qui est flagellé, le Christ crucifié, et puis la descente de croix et la mise au tombeau. Alors, ces peintures ont subi deux formes de graffiti. Le graffiti, disons, les plus récents sont du XVIIIe siècle,
c'est un peu une forme de vandalisme. Mais les plus anciens sont du XVIe siècle, et comme l'édifice a lui-même été, plus que graffité, il a été détruit, avant qu'on ne le détruise, les Huguenots, là aussi, 1560 à peu près, ont détruit les yeux. Car pour détruire une image, comme depuis l'Antiquité, on détruit les yeux. Ce qui a été miraculeux dans cette peinture, c'est qu'elle a tenu malgré l'humidité, le temps, car elle n'est pas peinte sur un enduit. Elle serait tombée. Elle est peinte à même la pierre. Donc c'est à la fois assez rustique, on voit les joints qui passent au travers, mais par contre, c'est extrêmement savant. C'est presque un enlumineur qui a fait ce travail. On a des matériaux très précieux, les bleus, c'est de l'azurite, les ors, des couronnes, des auréoles, par exemple. C'est de la feuille d'or, voilà. On est sur quelque chose d'extrêmement savant. Donc on a effectivement, vous voyez, dans un édifice qui a tant vécu, qui passe pour avoir été détruit complètement par les Huguenots, mais on retrouve des peintures médiévales de qualité exceptionnelle. Faisons une petite pause gourmande. À quelques minutes de là, ça bouillonne, ça virevolte, ça mijote. Au lift, on se prépare pour le déjeuner. Ne vous fiez pas aux apparences. Au lift, les clients sont détendus. Attention derrière toi. Mais pas les cuisiniers. Pigeonneau, foie de veau rosé. Et Maxence, tu lâches là. Ça, faut le mettre au bain-marie, la purée de carottes. Hein. Les magrets à sortir. Un foie de veau rosé girole. Oui. Allez, c'est pas. Il faut une organisation, il faut que ça fonctionne. On a des cuissons, les clients ils arrivent, il faut les servir assez rapidement quand même. Donc il faut que tout soit au carré. C'est vrai que j'aime une certaine discipline. Alors militaire c'est peut-être excessif, mais il faut de la rigueur, une certaine discipline, oui. Un savoir-faire qui lui a valu les honneurs du guide Michelin pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, dans son nouveau restaurant des bords de Loire, Philippe Bardot n'a plus d'étoiles. Mais peu importe, sa priorité, c'est le plaisir des clients. Le guide Michelin, c'est le guide le plus sérieux. Je ne crache pas dans la soupe. Maintenant, j'ai pris un autre virage. Et nous, bon, on fait environ 2500 couverts tous les mois. C'est 2500 inspecteurs. Voilà. Moi, le guide Michelin, c'est mes clients. Voilà. Alors là, on arrive, c'est la partie froide du restaurant, chambre froide. C'est là qu'on prépare tout ce qui est poisson. On ne veut pas travailler le poisson au chaud parce que bon, c'est fragile. Les cuisiniers, pour lever une dorade, maintenant ils mettent une demi-heure parce qu'il y a un tel spectacle, il y a la Loire devant. Donc c'est toujours agréable. Souvent les cuisines, c'est en sous-sol ou enfin c'est que la lumière artificielle. Nous, c'est vrai qu'on a un beau spectacle. Philippe Bardot est un curieux, sans cesse à la recherche de nouvelles recettes. Dernière arrivée dans ses cuisines, l'anguille de Loire, un hommage à quelques souvenirs d'enfance. Oui, alors avec mon grand-père, on braconnait un petit peu et on chopait les anguilles dans des nazes. Moi j'ai un souvenir, c'était gluant, c'était repoussant. L'anguille, c'est pas facile à vendre. Les gens connaissent, mais ils ont un petit a priori négatif. Donc on amène notre touche, puis c'est aussi ça le travail du cuisinier. Philippe Bardot aujourd'hui n'a plus rien à prouver. Un peu de temps gagné pour un peu plus souvent la Loire admirée. Hop, attention, c'est parti pour l'ascension de la cathédrale avec Patrick. Dessinateur au service territorial de l'architecture et du patrimoine du Loiret, il m'emmène vers les sommets. Oh, je ferais bien une petite pause, moi. Eh, c'est déjà beau là, Patrick. Hein. C'est pas mal, les anciens ont bien travaillé. Hop. On commence à être haut là quand même. Une quarantaine de mètres. On peut monter environ. plus haut encore? Oui, on peut atteindre le pied des anges. Vous voyez la couronne qui fait le faîte de la tour. Ouais. Et là, il y a un escalier métallique qui permet d'aller sur la dernière coursive et on touche le pied des anges. Wow. On se retrouve environ à 80 mètres d'altitude. Là, nous sommes sur un espace qui est ouvert au public, voilà. Qui peut être ouvert au public. Guidés, des guides les amènent jusqu'ici et ils peuvent profiter du panorama. Ouais.
On voit des parties qui ont été rénovées, qui semblent... C'est permanent. Il faut savoir que pendant la guerre, la cathédrale a souffert de bombes. Ouais. Et donc cette tour a été pratiquement décapitée. D'où un gros travail au niveau du beffroi et puis de restauration. Il n'y a pas que cet élément de la cathédrale qui a souffert, puisque une bombe en général, c'est pas sélectif. Voilà. Donc la coupole qui est là s'est trouvée dans le même cas, détruite. Donc on a, après-guerre, cette coupole qui a été reconstruite. 223 marches plus tard et à 40 mètres de hauteur du parvis de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, on se quitte. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité à Vue-sur-Loire. À bientôt. Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous, hein. J'ai cru que c'était un cercueil. Bon, ben voilà. Allez, hop.